que le Parthénon va occulter, c'est-à-dire qu'il va être reconstruit à la place de toute une histoire en fait, qu'il va en fait dépasser d'une certaine manière par sa reconstruction. Donc cette nuit, en fait, c'est celle de la tradition. Celle de la tradition, par rapport au thème que nous allons préciser, celui de l'art et de sa naissance, ce serait justement ce qui viendrait empêcher ou différer cette naissance justement de l'art, qui serait donc comme un nouveau jour, disons, après donc cette nuit de la tradition. Mais ce qu'on va voir, c'est que justement ce partage est paradoxal. Le rapport à la tradition n'est pas un simple dépassement, il est en fait une traduction, c'est-à-dire que l'art ne naîtra pas ex nihilo, à partir de rien, mais sur la base de ce qu'il va dépasser. Et le Parthénon, justement, pourrait être le symbole de ce dépassement. Alors, on va voir derrière ce symbole, donc, ce titre en fait qui nous réunit, donc, on va dire maintenant, bientôt ce soir. Naissance de l'art, donc paradoxe du Parthénon, le fait d'être entre tradition et le dépassement de la tradition, dans ce qui serait une modernité, c'est un paradoxe. Puisqu'en fait, ce qui est donc dépassé sera aussi conservé, mais donc repris sous une nouvelle forme. Alors, là, un petit clin d'œil donc au Parthénon, donc non seulement de nuit cette fois-ci, la nuit est tombée, mais donc une nuit un petit peu comme là, on va peut-être connaître encore, comme la nuit précédente, une nuit orageuse. Et ces orages, en fait, donc, ce seraient ceux, justement, de l'art, c'est-à-dire un art qui déchire, justement, beaucoup de choses, mais dans ce déchirement, il y a cette idée d'ouverture, donc un nouveau jour possible, un nouveau rapport au temps, en fait, qui sera plus celui de la tradition, mais celui, justement, de notre identité actuelle, qui justement est plus tourné vers le futur que vers le passé, avec toutes les difficultés que ça peut donc impliquer au niveau de l'instabilité. Parce qu'il y aura bien sûr un gain à cela, on verra que c'est sans doute l'idéal de la liberté, sinon la liberté politique concrètement donc construite, mais ce concret de cette construction repose peut-être sur des choses bien plus instables qu'on va donc analyser. Alors ce titre, pour justement donc renvoyer à cette instabilité, c'est l'entre-deux de la guerre et de la paix, puisque en fait la tradition, ce qu'elle cherche à construire, c'est une paix à travers une guerre toujours possible. Et on verra que le Parthénon, en fait, ne se construit pas vraiment en temps de paix, mais qu'il est peut-être justement plongé dans cet entre-deux de la crise et dans cet entre-deux justement d'une nuit très très orageuse, puisqu'il sera donc moins une construction qu'une reconstruction, donc qui supposera de dépasser donc une certaine tradition, et que ce dépassement donc implique une destruction. Et donc Parthénon, en fait, il serait donc comme une frontière qui elle-même serait incertaine, serait celle d'un non-lieu, et ce non-lieu, ce serait celui d'une crise, car au moment de la crise, en fait, on est comme dans un temps suspendu,
où on peut très bien rester dans la nuit, voire connaître donc une fin, hein, comme dans une maladie qui conduirait malheureusement donc à la mort. Mais cette crise peut être aussi une guérison possible, voire une renaissance. Hein. Et c'est finalement ce que donc l'art va vouloir expérimenter, finalement, la possibilité d'une renaissance. Et cette renaissance, on pourra dire qu'elle est le propre de notre identité culturelle paradoxale, hein, qui est de se construire en se reconstruisant, qui est de renaître perpétuellement, en impliquant dans cette renaissance un rapport malgré tout à la destruction, hein, puisque pour renaître, ça implique aussi de mourir à quelque chose. Alors, le Parthénon, donc, tel qu'on peut le voir donc, aujourd'hui, donc, en cours de reconstruction, hein, vise à reproduire un modèle original qui, au 5e siècle, était déjà lui-même une reconstruction. Hein. C'est-à-dire que la mise en perspective là, que les images vont nous permettre, hein, c'est de penser justement notre période actuelle, qui est justement donc une période de crise, et qu'on pourrait illustrer d'ailleurs au niveau des dates par la reconstruction alors contemporaine du Parthénon, hein, dont le projet en fait a débuté dès 2007, alors que effectivement la crise peut être datée, la crise européenne en tout cas, hein, sinon mondiale de 2008. Et puis donc dans ce projet qui a été ouvert donc de reconstruction, qui devrait donc nous ouvrir à un avenir plus ou moins incertain, puisque dans le projet la date qui reste sans doute ouverte, hein, c'est 2020. Donc plus d'une dizaine d'années de reconstruction, donc hein, dans une période donc contemporaine de crise, et bien donc renvoie à effectivement donc cette période dont je parlais, qui serait celle de la naissance de l'art, et qui elle-même donc a vu naître le Parthénon, non pas donc ex nihilo, mais aussi comme une reconstruction. Donc en fait, on a deux reconstructions en miroir, et c'est pour ça aussi que dans l'affiche, hein, et l'image introductive, hein, je plaçais le Parthénon comme un soleil noir qui en fait dominait ou émergeait, hein, d'une surface donc marine, un liquide qui faisait miroir, hein, puisque finalement la reconstruction, la naissance de l'art, elle est perpétuellement rejouée, et nous la rejouons aujourd'hui, hein, avec justement donc cette incertitude de l'entre-deux, hein, de cette crise dont je parlais. Alors dans le tableau donc suivant, qui là donc ouvre sur une sorte de, non pas d'infini maritime, mais d'infini urbain, hein, ouvert justement là sur un infini spatial. En fait, on va ouvrir un autre paradoxe donc conducteur, qui va reprendre donc cette idée de construction et de reconstruction, hein, pour penser la naissance de l'art et notre rapport donc à ce que cet art a dépassé et à ce que cet art a pu ouvrir culturellement parlant. Alors en fait, ce paradoxe, on pourrait le résumer donc ainsi, et il jouerait donc sur cet entre-deux, hein, dont on parlait. Hein. Notre modèle original n'était déjà qu'une répétition, non pas une origine absolue, mais une reprise. Alors, notre modèle original, ce serait celui qui s'est dessiné donc, au moment de la reconstruction, la première reconstruction du Parthénon, donc au moins 5e siècle avant Jésus-Christ, siècle de Périclès, appelé donc âge d'or de la Grèce, et revendiqué justement par notre identité européenne, aujourd'hui justement en crise. Hein, c'est-à-dire que notre modèle n'était donc pas original, hein, mais donc créé, hein, non pas à partir de rien, mais recréé, hein, comme répétition, disons, une répétition que justement on reprendrait encore à nouveau, hein, et qu'on va effectivement donc questionner.
alors la question donc qu'on va poser, cette reprise donc avait-elle cette première reprise qui ferait que finalement notre identité ne repose pas sur quelque chose qui se serait donné de manière fixe, comme justement une tradition. La tradition cherche à gommer son commencement pour justement se fixer d'une manière stable, non justement comme une reprise ouverte à une incertitude, comme toute reconstruction, comme celle d'ailleurs donc du Parthénon actuellement. On peut toujours se demander vers où elle nous mène, si elle sera menée à bien, si on aura les moyens de la reconstruction, et puis vers quoi elle nous mènera si elle n'est pas simplement une continuité, c'est-à-dire la poursuite de quelque chose qui a déjà eu lieu, mais la reprise de quelque chose qui s'est déjà fait, mais une reprise implique toujours un décalage. Les acteurs au théâtre rejouent, répètent, mais ils disent toujours que finalement leur manière de jouer varie toujours. Déjà parce que souvent ils ne sont pas seuls sur scène, donc les relations entre les acteurs peuvent varier d'une représentation à l'autre, et puis le public n'est justement pas non plus le même, et il y a donc un certain nombre comme ça d'inter-actions qui, à chaque reprise, peuvent ouvrir sur quelque chose de nouveau, malgré que bien sûr il y a malgré tout une continuité qui fait donc qui donne un sens, si vous voulez. Mais le sens, disons, de la reprise, il est toujours incertain, et la modernité jouera de plus en plus sur l'incertitude, c'est-à-dire de plus en plus sur l'ouverture au tout possible, d'une certaine manière, ou à une liberté de plus en plus, comment dire, radicalisée, par rapport à un cadre qui serait celui justement de la répétition. Donc, le sous-titre de cette question, pour que nous puissions donc la répéter donc à notre tour, cette première reprise qui serait la naissance de l'art, qu'on identifierait donc à notre identité contemporaine, et pour tout dire donc européenne, qui s'est universalisée d'une certaine manière, comme là cette image cherche à le montrer, c'est-à-dire comment en fait à partir d'une ville et d'une identité urbaine, et bien finalement ce rapport donc d'une ville à un territoire qui était de moins en moins celui de sa tradition, mais de plus en plus ouvert à un abstrait de la liberté, et bien comment ce rapport donc à l'universel, à cette ville qui pouvait se mondialiser, comment cette ouverture-là qui était permise donc, par la reprise donc, qu'a pu être la naissance de l'art à l'âge d'or donc du Parthénon et de sa reconstruction donc au 5e siècle, comment donc cette reprise, nous pouvons encore la répéter à notre tour en pleine crise financière menaçant l'Union européenne, puisque la reconstruction, elle a effectivement donc un coût, puisque s'il s'agit d'abandonner ce qui s'est fait avant, il s'agit d'investir, d'investir beaucoup, et de manière incertaine, c'est-à-dire sans un retour forcément assuré d'investissement. Donc, en parallèle, donc, ces deux dates, donc l'époque de la reconstruction donc, du Parthénon, c'est moins 447, moins 448 avant Jésus-Christ, donc 9 ans. On en mettrait plus pour le restaurer, mais il faut dire qu'en 438, le Parthénon n'est pas non plus complètement achevé. On peut dire qu'il le sera d'une certaine manière non plus jamais. Mais les travaux s'interrompront de toute façon, puisque
nous connaissons donc une crise économique, et pas simplement donc économique. Hein, on connaît des guerres, des conflits, et les Grecs, si eux connaissent à ce moment-là donc un moment de stabilité, voire d'expansion économique, grâce à des guerres qui leur ont été précédemment favorables. En fait, l'unité que les Grecs ont pu construire donc, contre les Perses et autour d'Athènes, hein, donc avec le leadership, disons, athénien, eh bien, ce leadership qui sera donc centré justement sur cette identité athénienne qui se reconstruit d'une nouvelle manière avec l'art et la démocratie, en fait, ce leadership finira par être non seulement contesté, hein, mais concrètement dissous, puisque ce sera donc la guerre du Péloponnèse et le retour de la rivalité et des guerres donc fratricides, on peut le dire, hein, entre les Grecs. Alors, là, nous avons donc une sorte de saut dans le Parthénon lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'abritait donc ce Parthénon. Il abritait donc cette statue monumentale, hein, donc, qui a été donc commandée par Périclès à son ami donc Phidias. Et Phidias, on pourrait dire que c'est le premier artiste a laissé un nom dans l'histoire et dans ce sens-là inventé l'art au sens justement où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire l'art comme étant donc une production d'œuvres, mais une production d'œuvres manifestant la liberté d'un artiste qu'on peut nommer, c'est-à-dire d'un individu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'exprime pas simplement les valeurs de sa communauté, comme ça pouvait être le cas dans les productions qu'on peut dire artistiques qui précéderaient, mais artistiques de notre point de vue. Mais artistiques de notre point de vue, c'est pas simplement donc une production donc d'image ou là une image donc sculptée, une statue, hein, qui serait l'expression donc d'une croyance, la croyance donc dans cette déesse et son pouvoir justement fédérateur, au moins pour les Athéniens, sinon pour et c'est ce qu'aurait voulu Athènes, hein, sinon pour la Grèce dans la multiplicité donc de ses cités-États et de ses peuples. Hein, donc cette œuvre n'est pas simplement donc l'expression donc d'une croyance, d'une tradition, mais elle est d'abord l'œuvre originale d'un artiste qui a laissé son nom à travers l'histoire. Il s'agit donc de Phidias. Phidias, à propos duquel on ne sait pas vraiment grand-chose, mais qu'on reconnaît comme étant un personnage donc assez génial pour révolutionner la manière de réaliser donc des statues, puisque là vous avez en fait une technique en fait qui associe l'or et l'ivoire et dont il serait, si vous voulez, le premier à maîtriser à ce niveau donc en plus à cette envergure-là, les possibilités. Hein, c'est-à-dire que il donnera en fait deux statues monumentales, sans doute grâce à la réputation de cette première statue donc réalisée, j'allais dire pour le Parthénon, mais en fait c'est le contraire, c'est le Parthénon qui a été réalisé pour cette statue, c'est-à-dire que le Parthénon abrite cette statue, mais en fait c'est d'abord cette statue qui a été donc élaborée et construite, et le Parthénon devait être adapté aux dimensions de cette statue. Alors en fait, il y en a une deuxième, elle est connue aussi, plus de réputation que de manière réelle. Là, vous ne pouvez pas la voir de manière réelle, sauf qu'il y en a des... et là, en fait, c'est une reconstruction grandeur nature que vous avez en fait aux États-Unis,
à Nashville exactement, hein, mais bien sûr donc c'est une copie. Mais vous avez aussi un Zeus à Olympie qui était aussi d'or et d'ivoire dans les mêmes dimensions. Donc c'était le papa là, de la dame que vous voyez, d'Athéna. Et le papa, donc à Olympie, en fait, était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Hein, la 3e dans la liste, hein, qui à l'époque donc valorisait donc un certain nombre de constructions monumentales. Mais dans ces constructions, bon, alors qu'on ne pouvait pas donner le nom de l'auteur de la pyramide, on suppose qu'ils étaient d'ailleurs plusieurs, sans doute, hein, mais on ne peut pas les nommer. Là, on peut nommer Phidias. Il était sans doute pas tout seul, mais c'est lui qui laisse son nom. Et on a là l'invention de l'art, parce que les artisans qui ont contribué, voire qui ont fait plus de leurs mains que peut-être Phidias lui-même, hein, dans leur ensemble, plus de leurs mains plutôt que Phidias lui-même, donc ces statues, eux ne laissent aucun nom. Et on a, alors que le mot grec pour désigner donc l'artiste est le même que pour désigner l'artisan ou le technicien, eh bien on a à partir donc de Phidias une séparation entre finalement celui qui va laisser un nom et puis ceux qui n'en laisseront pas alors qu'ils ont contribué à la réalisation de l'œuvre. Et on a donc le même nom à l'époque, mais qui commence à prendre un sens différent. C'est-à-dire l'artiste, même s'il n'est pas d'une couche sociale élevée, peut côtoyer, et c'était le cas de Phidias, Périclès, qui lui est d'une classe sociale aisée, et il peut devenir donc son ami en tant qu'artiste, alors que l'artisan en tant que tel, qui contribue finalement autant, bien sûr, donc, à l'œuvre, lui ne laisse pas de nom en tant que tel, et laisser un nom, une renommée, c'est absolument là donc particulier, puisque c'est laisser une renommée en tant qu'individu construisant quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que laisser un nom dans la tradition, c'est possible si vous inscrivez dans une lignée, si vous inscrivez dans une continuité. Mais là, c'est donner son nom parce que justement, vous rompez une continuité. Et là, c'était oser cette statue donc monumentale, et c'est comme un renversement donc de valeur, puisque ce n'est pas la statue qui doit servir le temple et d'une certaine manière la tradition et la religion, mais c'est le temple et la religion qui devient l'écrin de la statue, et l'architecte, lui, qui est aussi donc à ce moment-là relégué à un rang de simple technicien, simple artisan, doit penser donc ses plans autour de cette manifestation donc de liberté, hein, d'un artiste, d'un sculpteur, donc qui ose l'inédit. Donc, à l'époque de Périclès, le Parthénon serait moins un temple, alors qu'un coffre-fort au sens où, derrière cette œuvre, il y a la valeur donc d'une liberté qui s'exprime, mais une valeur qui matériellement aussi se matérialise par les matériaux dont elles sont constitués, hein, dont est constituée la statue. Hein, c'est-à-dire c'est un alliage d'or et d'ivoire. Et anecdotiquement, mais il est intéressant de le savoir, il y a plus d'une tonne d'or qui fait cet habit de lumière donc de cette statue. Et on a pu accuser l'artiste d'avoir peut-être abusé alors de sa liberté là, dans ce cas-là, hein, puisqu'il aurait pu détourner une partie de cet or. Et là, on retient aussi son nom pour, comme un grand philosophe qui serait aussi donc, le commencement d'une histoire. Et d'ailleurs, donc, dans cette période de bouleversement justement que connaît la Grèce, hein, à savoir Socrate, cet artiste donc, finira lui aussi en prison comme Socrate, mais alors que Socrate
aura l'humilité par rapport aux lois de ne pas échapper à sa sanction. Phidias, on pense qu'il a dû s'enfuir et terminer ses jours donc, à Olympie, hein, mais après une condamnation et un séjour sans doute en prison. Alors là, donc, nous avons la même statue donc, de dos, hein, pour rappeler que derrière donc, cette statue, il y a son auteur, donc Phidias, qui, avec elle, s'est fait le premier dans l'histoire une renommée d'artiste. C'est-à-dire que cette œuvre, elle est signée. Elle est signée parce que, alors qu'il nous en reste en fait aucun original, et d'une certaine manière c'est simplement l'expression du paradoxe dont je parlais. Si finalement l'art naît comme reconstruction, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire un original. Mais là concrètement, la première statue aurait fini par brûler, parce que, en fait, la structure de cet or et de cet ivoire assemblés de cette manière est en bois. Et effectivement, on imagine que dans une période aussi troublée que les Grecs pouvaient connaître, que cette statue a pu terminer en cendres, et c'est ce qui serait aussi arrivé aux Zeus d'Olympie. Mais simplement, donc, cette statue a fait la renommée de son auteur parce que des textes donc, en parlent et la décrivent. Et en fait, l'œuvre vit plus par justement donc, ses reprises, ses copies, puisque vous en avez aussi alors des modèles réduits. Vous avez des copies de copies, si vous voulez, de ce qui serait donc peut-être non pas non plus un original, mais déjà donc la reprise de quelque chose, puisqu'il s'agit quand même, en dehors de cette liberté de tenter quelque chose d'aussi colossal en alliant des matériaux aussi précieux, eh bien, il y a tout un rapport à la tradition qui est repris et repensé d'une nouvelle forme, mais d'une nouvelle forme qui malgré tout n'est pas une création donc, à partir de rien, donc pas un absolu original, un modèle absolu. Alors donc, derrière cette statue, on disait qu'il y a son auteur Phidias, premier dans l'histoire donc à s'inscrire donc comme un individu et non pas simplement quelqu'un qui, comme l'artisan, se fond dans la continuité d'une tradition, connaître son métier. Un musicien qui connaît son métier, il ne doit pas se faire remarquer comme quelqu'un qui jouerait d'une manière jusque-là inouïe, qu'on n'aurait jamais entendue. Il doit jouer de manière à ce qu'on puisse reconnaître une manière conventionnelle de jouer l'instrument, autrement vous jouez mal. Eh bien, là, c'est prendre ce risque, effectivement, de jouer autrement, et voire de ne pas être apprécié, parce qu'on pourrait aussi trouver que cette statue est aussi clinquante, qu'elle n'est pas dans l'esprit de la tradition. Et bien sûr qu'il y a eu des jugements dans ce sens, mais donc ce qui s'exprime donc à travers cette liberté, c'est celle d'un individu qui prend pour mesure le point de vue d'autres individus, au sens où, là, alors c'est ce que je voudrais exprimer dans cette image, si on imagine que donc, derrière cette statue, il y a son auteur, et qui en dissimule d'autres, les autres, les artisans qui, eux, se pliaient à une certaine manière de faire. Pour celui qui fait la charpente de cette statue, eh bien, aux règles de la menuiserie, qui ferait son métier de charpentier, eh bien, si derrière il y a un auteur, eh bien, cet auteur, en fait, s'intéresse à la manière dont
que notre petit personnage, le spectateur, la manière dont ce petit personnage va pouvoir juger ce qu'il a réalisé. C'est-à-dire qu'il s'agira moins de coller à une tradition que de plaire à cet individu-là que nous voyons, qui est bien petit donc, par rapport au caractère monumental donc, de cette statue, mais pour lequel on a pensé la confection de cette statue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une anecdote célèbre qui court autour de justement, et qui fait aussi la renommée de Phidias. C'est que Phidias, au moment donc, de faire sa statue, aurait subi justement les moqueries de ceux qui la voyaient lorsqu'elle était au sol, parce qu'elle avait des proportions qui paraissaient complètement incongrues, elle paraissait difforme et pour tout dire donc laide. Elle était donc ratée. Mais au moment de son élévation, eh bien, du point de vue du spectateur, elle avait en apparence perdu justement cette difformité, qui était malgré tout donc réelle, mais qui du point de vue du spectateur n'apparaissait plus. Et ce qui comptait pour Phidias, c'était l'effet produit sur l'individu, plaire à l'individu, l'impressionner, quitte à déformer finalement ce qu'était la vérité de la confection donc, et des proportions de la statue. Et là, ça veut dire que la mesure, c'était plus donc respecter donc une vérité et une certaine manière de proportionner selon des règles donc immémoriales, ou en tout cas donc traditionnelles, mais c'était savoir déformer ces règles pour plaire à ses contemporains, voire justement donc parce qu'on plaisait à ses contemporains, inventer une nouvelle manière de faire, ouvrir justement donc un champ nouveau donc à l'expression, donc ce qui allait devenir donc l'expression artistique comme expression donc d'un pouvoir donc d'impact, non pas par rapport donc à une tradition, mais par rapport à un effet produit donc sur des individus. Mais le problème, bien sûr, c'est que ces effets peuvent être variables et bien plus incertains que ce qui a été établi par une tradition. Et c'est tout le problème de l'art et de l'art contemporain. C'est-à-dire que si ce qui compte, c'est l'effet produit, cet effet produit, il peut varier d'un individu à l'autre, et on peut donc ne pas cesser de discuter sur le sens, l'intérêt ou pas de ce que vous avez produit. Et c'est le problème aussi donc, du commanditaire de cette statue, qui est donc Périclès, Périclès qui compte aussi sur le jugement de ses contemporains à égalité, et non pas simplement celui donc qui serait le jugement de ses pairs, c'est-à-dire le fait qu'en tant que bien-né et d'une lignée aristocratique, il pourrait donc asseoir son pouvoir. Non, il compte asseoir son pouvoir sur l'effet produit sur ses contemporains, et tous ses contemporains à égalité. Le problème de la démocratie, c'est aussi d'inventer donc de nouvelles valeurs à partir du moment où elles sont où elles ont l'adhésion d'individus, mais d'individus donc qui peuvent changer aussi d'opinion. C'est-à-dire que si Périclès peut l'emporter à un moment, ou si donc Phidias peut plaire à un moment, il peut aussi déplaire, ce qui lui est arrivé puisqu'il s'est retrouvé en prison. Et ce qui pourrait arriver aussi, ou ce qui aurait pu arriver aussi à Périclès, s'il n'avait été pas constamment réélu. Mais on peut dire que sa réélection était jamais acquise. Si on pense qu'effectivement, dans le jugement donc, de l'apparence,
Il y a au final une forme d'objectivité qui finit par se dessiner. Mais c'est ce dont on peut aussi douter. C'est-à-dire qu'on peut toujours se demander si se fier sur le jugement des individus, c'est vraiment arriver à l'idéal d'un équilibre. Et c'est tout le pari de la démocratie, et d'une certaine manière, c'est le pari de l'art. Arriver à un équilibre, même si celui-ci est instable. C'est le pari donc de prendre l'homme comme individu, comme mesure de toute chose, et c'est ce que contestera Platon. Platon sera très méfiant envers la démocratie, mais il sera donc aussi méfiant envers cette naissance de l'art. Et cette naissance de l'art, donc, se développant en flattant de plus en plus donc, les individus et l'effet produit sur les individus. Ça serait par exemple évaluer une pièce de théâtre, sinon donc, une conférence sur l'effet produit immédiatement sur des individus, au sens où ceci serait la mesure absolue d'une vérité qui serait en train de se dire. Eh bien, pour Platon, c'est le risque que le conférencier ou que l'homme de théâtre ou que l'artiste cherche des effets faciles, cherche à emporter une adhésion immédiate. Et ça serait bien sûr le problème du démagogue, du politicien qui cherche d'abord à être élu avant de servir la vérité d'un programme. Et d'un programme qui pourrait être basé sur, justement, sinon une tradition, tout au moins une vérité qui peut déplaire sur le moment. Mais qui peut donc être moins variable, aléatoire qu'une adhésion qui, d'un public à l'autre ou d'un individu à l'autre, peut varier. Sinon, cette variation, elle peut être le cas même du même individu, selon le moment. Mais le pari de l'art et de la démocratie, c'est de s'ouvrir à cette variation-là, qui est celle justement d'un avenir alors. Alors, on est un peu plus loin comme que le second tableau, c'est la diapositive 10 exactement. Donc là, nous nous retrouvons... donc alors, je parlais d'un coffre-fort. Donc là, on a les portes du coffre qui sont celles du temple, qu'on finira donc par voir de l'extérieur, mais là on commence de l'intérieur même du temple, en considérant que donc la statue serait finalement première par rapport au temple, alors que de manière traditionnelle, ce n'est pas la décoration, l'artifice qui comptait, mais le cadre religieux et la continuité que ce cadre donnait. Là, il y a cette idée qu'on peut commencer par l'artifice, que l'artifice serait premier, en tant que reprise justement d'une tradition, mais reprise qui la décale, qui la décentre, qui l'ouvre à autre chose. Donc pour l'instant, nous restons dans cette ouverture un peu abstraite, puisque nous n'avons pas ce cadre. Alors, le trésor abrité par le Parthénon, c'est autant matériellement donc cet alliage massif d'or et d'ivoire que formellement l'effet de réalisme produit sur le spectateur. Donc, comme je vous le disais, donc la priorité de l'effet produit.